Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 13 dans l'extrême peur, le Social Index, toujours bloqué à fond sur Up, et le Market Order Flow, actuellement en recherche d'achat. Avant de vous laisser à la suite de la vidéo, mon représentant spirituel Saint-Pierre ERC20 m'a rappelé de vous faire quelques bonnes recommandations. Comme de faire le bien autour de vous, que d'être riche en crypto, c'est bien, mais dans les bonnes œuvres, c'est aussi important. Et n'oubliez pas de cultiver votre liberté au quotidien, ainsi que votre générosité. Merci à notre père blockchainisé pour ses belles paroles et je peux enfin vous souhaiter une bonne vidéo au nom de la crypto, de la blockchain et de Satoshi. Amen. C'était Zap Crypto. Et le Bitcoin nous a fait un petit pump à 2h du matin. J'ai envie de dire un peu comme d'habitude, juste après la clôture hebdomadaire, il s'amuse à nous faire des petits pumps au moment où on dort. En daily, rappelez-vous, on avait vu ensemble qu'on avait cassé une résistance qui était devenue support, qui était redevenue résistance, et donc là on est en train de la recasser pour que ça redevienne support, donc c'est un niveau extrêmement important. Et donc si on clôture ainsi, voire un petit peu plus haut, on pourra se dire ok c'est redevenu support, et donc là on sera plutôt dans un environnement bullish. Également la dynamique de prix est plutôt haussière, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans ce qu'on appelle une dynamique croissante, creux et sommet ascendant, et on fait plutôt une pression sur les résistances qu'une pression sur les supports maintenant. Là, on voit que les supports, en gros, les creux commencent à être bien ascendants ici. Par contre, la résistance, on est bien en train de la marquer. Et là, les vendeurs sont un peu sous pression. C'est ce qui fait qu'on pourrait faire un breakout tôt ou tard. En tout cas, la dynamique de prix invite à plus penser bullish que bearish tant qu'on ne rebascule pas sous les 29 200 environ. Là, vous voyez, W, potentiel W à nouveau. La dynamique est très très encourageante. Ça sent possiblement le retracement, bien évidemment. Après, encore une fois, jusqu'où ira ce retracement? On avait vu les objectifs, premièrement 34 et 36, ensuite 40, et ensuite on pourra targeter plus haut, mais à l'instant T, 34 et 36, c'est déjà pas mal. En échelle 3 jours, également, on est toujours dans le range. Une clôture au-dessus de 32 600, 32 700 plutôt, sera extrêmement intéressante. C'est pour cela ici qu'on aimerait voir justement un breakout de cette zone des 32 700 pour sortir de ce range au nord et pouvoir retracer ce mouvement ici. Ah ça, on passe, Cognalyse, on va pas faire une trop grosse vidéo là-dessus. Mais voilà, je trouvais ça peut-être intéressant de le remettre en perspective pour juste vous donner des pistes de réflexion, d'expérience. On est juste là pour vous pousser de l'expérience. Et après, bien évidemment, vous en faites ce que vous voulez, mais partez du principe que tous ceux qui vous parlent sur YouTube, et je pense que c'est nécessaire, on a vécu ces genres de choses. Certains ont plus connu que d'autres, et certains diront, oui, mais moi je suis là depuis 10 ans, moi je suis là depuis 20 ans, moi je suis là depuis 3 ans, moi je suis là depuis 5 ans. Oui, mais tout est bon à prendre. Et je le dis et je le répète, quelles que soient les divergences que nous pouvons avoir entre les influenceurs, on est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau. Et si on est là, c'est parce qu'on pense potentiellement que Bitcoin vaudra peut-être des centaines de milliers de dollars, voire des millions de dollars dans les années à venir. Tout simplement. Et ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Si on est là, c'est qu'on est tous dans le même bateau. Et c'est ça qu'on est en train de créer ensemble dans nos communautés. Tout simplement. Une synergie. Une croyance potentiellement, peut-être biaisée, mais une vraie force, entre guillemets, d'attractivité par rapport à un potentiel de prix qui pourrait potentiellement nous avoir dans les prochaines années, voire dizaines d'années. C'est pas grave, on a le temps. Donc on a plein de choses qui sont en train de se mettre en place sur Cognalyse. C'est exactement ça qu'on veut voir. Je suis en 1 heure actuellement. Vous avez le prix qui pousse, vous avez une divergence par rapport à notre funding actuellement. Ici également, donc ici c'est surtout sur Binance, ici sur Bybit, OKEx, etc. Vous avez un open interest qui monte. On est repassé de 208 000 bitcoins à 220 000 bitcoins. Les montants ne sont pas forcément exacts, mais c'est plutôt les tendances qui sont importantes. Et ici, vous avez votre ratio long short qui tend à se déprécier. Formidable. C'est exactement ce qu'on veut voir. Où est-ce qu'on est actuellement? On est tout simplement en haut d'un range. Ici, jolie comparaison semaine sur les bullruns précédents et ce qui se passe actuellement. En général, on prend les EMA pour les weekly et non pas les EMA, mais pourquoi pas. Ici, ça semble assez bien marcher. Donc ici, premier rebond sur le EMA 50 rouge. Ici, après, hop, on se fait rejeter. On pète, on teste ici les MA 200. Ici, rouge. Hop, on se fait rejeter, on reteste, fait coûte ici sur les MA 50 avant de se faire rejeter sur les MA 200. Durant le bull run actuel, on a testé les MA 50, on se fait rejeter encore plus haut, nouvel ATH, ce qui n'était pas le cas ici. Fait coûte ici, même moi je me suis avoir par ce fait coûte ici. Et après, hop, on reteste les MA 200. Et donc ici, les MA 200 et tout ce qui est en dessous, c'est zones de recharge sur les bull runs précédents. On a également le volume qui se pète la gueule, volume qui se pète la gueule. On a la grosse bougie rouge de capitulation ici de volume.
capitulation. Là également, capitulation. On a le RSI qui descend de plus en plus, ça c'est un peu logique vu que le prix descend de plus en plus, excepté ici où on a une divergence bear puisque là ça monte et là ça descend. Donc ça, oui, pourquoi pas, mais sans plus. Et au niveau du MACD, ça je trouve plutôt intéressant puisque là ça fait que monter. Donc ça fait une sorte de support ici sur les vagues MACD. Ça monte 3 fois, ici ça monte 2 fois on va dire, éventuellement 3 fois. Et là ça monte également 3 fois, donc les scénarios sont similaires. Comparaison plutôt intéressante selon moi. Je sais que certains attendent que le SP500 se pète la gueule et soi-disant après le Bitcoin se pète aussi la gueule jusqu'à 10 000. Faites ce que vous voulez, voilà, moi je montre juste ces graphes ici. Personnellement ça me paraît très crédible pour l'instant. Donc là, comme je disais, c'est vrai que augmentation des licenciements, gel d'emploi, bon là c'est pas encore les licenciements, hein, plus tard peut-être des gels d'emploi, inflation toujours élevée, pression haussière sur les commodités, dans le pétrole que j'avais déjà expliqué, explosion des limites de crédit, par exemple l'augmentation record de l'utilisation des cartes de crédit, quantitative tightening, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, retirer des liquidités du système financier, épargne à sec, ralentissement de croissance, tout ça en fait ça donne place à ce que la liquidité s'évapore à fur et à mesure. Donc c'est quand même, faut être quand même assez vigilant dans ces conditions là. Parce que quand on voit des cartes de crédit, des records d'utilisation, qu'ils n'ont pas d'argent de côté, ok, que là on commence à geler un petit peu, qu'on fait du gel d'emploi, voilà, c'est quand même, il faut être vigilant. Donc oui, la Fed, elle ne changera pas d'avis tant que l'inflation reste élevée. Donc pour que la Fed vraiment change d'avis, il faudrait des éléments majeurs. Il faudrait quoi pour que la Fed change d'avis vraiment sur sa politique, par exemple monétaire, ce qui n'est pas encore le cas, mais pour qu'elle change d'avis, il faudrait que soit que l'inflation baisse, revienne vers les niveaux qu'elle souhaite, que l'inflation baisse. Je vais mettre baisse d'inflation, pardon, ça sera mieux, baisse d'inflation. Il faudrait quoi? Il faudrait que, sinon qu'on ait une crise de crédit ou de liquidité, où il faudrait le taux de chômage qui augmente. Taux de chômage qui augmente. Donc pour l'instant, l'inflation est toujours élevée. Pour l'instant, on n'a pas forcément de crise de crédit ou de liquidité. Et on n'a pas le taux de chômage qui augmente non plus. Donc, est-ce que la Fed va changer sa politique monétaire actuellement? Est-ce qu'elle va changer d'avis? Non, elle va rester toujours agressive jusqu'à temps que un de ces 3 éléments-là va apparaître et donc elle va bien évidemment acter par rapport à ça. Mais pour l'instant, aucun de ces 3 données-là sont actuellement présentes. Donc la seule raison d'ailleurs, une des raisons majeures pourquoi aussi la Fed persiste, c'est qu'on a un taux de chômage très bas. Mais cependant, si on commence à avoir du gel d'emploi, ça précède généralement après peut-être des licenciements massifs. Donc là, on peut commencer à voir l'impact de l'inflation. Et on va aller voir ce qui se passe sur Ethereum. Sur Ethereum, vous voyez que cette donnée des top 1%, des adresses des top 1%, elle a fortement augmenté ici. Alors, on va prendre depuis le début, comme ça au moins. Elle a fortement augmenté en 2016. Là, ici, il y a eu vraiment aspiration de l'offre d'Ethereum très fortement. On est passé au-dessus des 90%. Et actuellement, on est même monté jusqu'à 96,83%. Et puis ensuite, il y a eu distribution. C'est ce que je vais vous montrer ici. Hop. On va prendre tout 2020, comme ça on sera bien large. Voilà. Donc ici, on était vraiment sur aspiration de l'offre par les 1% les plus riches. On a atteint un top ici à 96,87%. Et là, il y a eu distribution aux moins riches, c'est-à-dire que les top 1% ont vendu. Ils ont ici relativement bien vendu. Et puis ensuite, depuis le dip qui correspond au dip du 25 janvier 2022, on a recommencé à accumuler fortement, notamment sur cette première montée-là. Et ensuite, on a redistribué très légèrement. Et là, on est à nouveau à l'accumulation et légère distribution depuis quelques jours. Donc, à suivre, vraiment, cette donnée sur Ethereum, je trouve qu'elle est très pertinente en fonction de ce que fait le prix.
Ok, maintenant parlons un petit peu de certains des événements les plus importants qui vont prendre la place durant cette semaine. La première chose évidemment, c'est la législation introduite par Cynthia Lummis et qui va arriver dès demain. Et ceci va, je pense, avoir un énorme effet sur les cryptos. Si vous savez, enfin plutôt si vous voulez savoir pourquoi, alors je vous invite à aller voir la vidéo d'hier où je vous expliquais tout ceci dans les détails, mais comprenez simplement que si ce truc est approuvé, alors ce sera une bonne nouvelle pour le Bitcoin, mais vraiment pas pour les altcoins. Du coup, on garde un œil attentif sur tout ça, mais c'est pas tout car on a également la Banque centrale plutôt la Banque centrale européenne, je devrais dire, qui va annoncer ses décisions concernant les taux d'intérêt le 9 juin, et ça, c'est dans 3 jours seulement. Et le 10 juin ensuite, décidément, tout s'enchaîne ici, eh bien vous avez les données du CPI qui arrivent de la part des États-Unis ainsi que de la Chine en plus, donc on va finalement pouvoir savoir si l'inflation est en train de redescendre ou pas, s'ils l'ont maîtrisée, et ça va évidemment avoir un énorme impact sur les marchés des cryptos, et tous les marchés d'ailleurs. Donc on garde un œil sur ça aussi, et ceci pourrait nous donner quelques indications sur ce qui est susceptible d'arriver par la suite aux crypto-monnaies. Bon, la mise à jour de l'Ethereum arrive bientôt. Ça commence à être relou là. Je sais, on va accélérer la production de pétrole. Le bear market est terminé? Non? Non, toujours pas. Le prix du PQ diminue. Ok, bon, je laisse tomber le trading, moi. Démerdez-vous. Tu connais le contexte d'inflation actuel et pour y lutter, le resserrement monétaire des banques centrales. La Réserve fédérale américaine, la Banque centrale d'Angleterre, entre autres pour commencer. Et la BCE devra suivre le mouvement, a priori au mois de juillet avec une première hausse des taux, puis au mois de septembre avec une seconde. À cause de cette fermeture de robinet, de liquidités à foison, d'argent plus cher, l'économie va en pâtir. Jusque-là, ça va, rien de nouveau, le marché l'a pricé. Il l'a intégré dans sa tête et dans les cours avec la chute des marchés qu'on a connue depuis le début de l'année. La question maintenant c'est, est-ce qu'avec ce resserrement monétaire, l'inflation va effectivement baisser? Est-ce que les chiffres macroéconomiques ne seront pas quand même trop bons pour éviter que les banques centrales soient trop agressives sur cette remontée des taux? Parce que oui, elles devront ajuster le curseur pour faire baisser l'inflation et en même temps de ne pas resserrer trop vite la politique monétaire pour éviter que l'économie ne dérouille trop. Et c'est pour ça que finalement les bonnes nouvelles peuvent en être des mauvaises. Et tout ceci, nous l'avons largement évoqué tout au long de la semaine sur IVT, mais également au travers des Morning Mood. Et on l'a fait avant, parce que sinon c'est un peu trop facile de le faire après. Alors cette semaine, nous avons eu pour commencer l'ISM manufacturier aux États-Unis, sondage réalisé auprès des directeurs d'achat, meilleur que prévu. L'ADP, enquête réalisée auprès des entreprises sur l'emploi, moins bon que prévu avec 128 000 créations de postes. Ça c'était au mois de mai, c'est 2 fois pire qu'au mois d'avril. Ou 2 fois moins, enfin, bon voilà, on a compris le principe. Chiffres du mois d'avril qui eux-mêmes ont été révisés dans le même temps à la baisse. On est passé de 247 000, finalement on a révisé les chiffres, on s'est dit non, finalement il y en avait que 202. Les grandes entreprises embauchent, mais les petites détruisent des emplois. Et donc voici le double effet qui se coule de ce chiffre ADP sur l'indice SP500. Oui, parce que c'est un chiffre très observé par la communauté financière. Le marché baisse dans un premier temps parce qu'il est mauvais, c'est le premier effet qui se coule. Et finalement, à l'ouverture de Wall Street, parce qu'à ce moment-là, Wall Street n'était pas ouvert, ça ouvre à 15h30, boum, moins bon, donc moins de resserrement monétaire, donc c'est bon pour les marchés. J'en suis à mon 3e bear market. Autant vous dire qu'à force, on apprend. On s'améliore à chaque fois. Et c'est pas en fait parce qu'on l'a vécu 1 fois, 2 fois, 3 fois qu'on va forcément en fait tout faire parfaitement la prochaine fois. Non, absolument pas. Mais en tout cas, ça permet quand même d'avoir vraiment des bases sur lesquelles se reposer, une expérience sur laquelle se reposer pour justement essayer d'arbitrer au mieux en fait les choix à prendre durant ces moments-là. Donc, je vais essayer un petit peu de passer en revue vraiment tout ce qu'il faut savoir pour survivre à une phase de bear market. Il faut vraiment comprendre une chose. Aujourd'hui, on n'est plus en fait dans une phase haussière. Ça, c'est important quand même de le préciser. Et c'est terminé en fait ceux qui ont des espoirs de gagner beaucoup d'argent dans les 6 à 12 prochains mois. Vous pouvez complètement oublier. Enfin, on n'est pas dans un contexte qui est propice à cela. Donc sauf s'il y a un changement radical
en l'espace de quelques mois. J'ai vraiment de gros doutes par rapport à ça. On est parti en fait pour une tendance qui va être plutôt baissière. Et c'est important en fait de comprendre ce qu'il faut faire, parce que si vous ne le faites pas correctement, en fait, toutes les plus-values que vous aurez mises de côté, vous allez tout perdre. Vous allez littéralement tout perdre. Le marché va tout reprendre, parce que c'est vraiment des phases qui sont extrêmement difficiles à gérer. Aujourd'hui, je m'expose à un exercice périlleux, crier au loup. Il va falloir que l'on en parle, et surtout que vous vous appropriez la réflexion que je vous propose, car nous ne faisons pas de prévisions, pas plus que de prédictions. Nous vous annonçons seulement le résultat auquel conduisent nos indicateurs. Il est donc possible de se tromper, et cela fait d'autant plus mal lorsque vous êtes seul à contresens sur l'autoroute de l'opinion commune. Donc, au risque de passer pour une cloche, voici pourquoi personnellement je pense qu'il est important de se mettre à l'abri, et surtout comment le faire. Allez, c'est parti. Comme vous le savez tous, vous qui suivez cette chaîne, l'inflation est à la hausse, ce qui entraîne la nécessité de remonter les taux d'intérêt afin de la maîtriser. Comme le disait Milton Friedman, l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire. Dit autrement, s'il y a de l'inflation, c'est qu'il y a trop de monnaie en circulation ou alors qu'elle circule trop vite. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, la vélocité de la monnaie était à peu près stable entre 1960 et 2008. Depuis la grande crise financière, elle ne cesse de s'effondrer, donc ce n'est pas un problème de vélocité de la monnaie qui entraîne l'inflation, mais bien la quantité de billets imprimés pour tenter de compenser cet effondrement de la vitesse de circulation de la monnaie. Sur ce graphique, vous pouvez constater que le bilan de la Banque fédérale américaine s'est envolé depuis 2008 justement. Donc lorsque vous entendez des analystes qui vous expliquent que l'inflation n'a rien à voir avec la hausse de la masse monétaire, dites-vous bien que c'est une blague. Oui, nos économies souffrent d'une crise énergétique et de chocs à répétition sur la machine économique mondialisée qui souffre de goulots d'étranglement un peu partout. Mais si ces phénomènes se traduisent par de l'inflation, c'est qu'il y a un problème avec la monnaie. Dans un monde où la masse monétaire est gérée en fonction de l'activité économique convenablement, de telles crises se traduiraient par une déflation, car la masse monétaire serait en réduction à due proportion du ralentissement de l'activité. Or, ce n'est pas le cas. Ce type de scénario déflationniste en cas de crise pose également de graves problèmes que Irving Fisher a décrits dans la spirale déflationniste, mais au moins dans ce type de scénario, vous n'avez pas détruit cet outil de mesure qu'est la monnaie. En gros, nous avons eu deux grands choix au cours des 4 dernières années. Le premier, c'était de remonter les taux malgré une baisse des marchés fin 2018, alors que la Fed a décidé de les baisser pour préserver les apparences malgré la réalité. Le problème, c'est qu'il n'est pas possible de remonter les taux d'intérêt car cela entraînerait les États occidentaux, USA et Union européenne en premier lieu, dans une grave crise de l'endettement. Je vous en parlais dans cette vidéo, la Fed choisit le chemin de la mort lente en mars 2019. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans GM. Aujourd'hui je suis au bord d'un rio asséché, un peu comme le marché en ce moment. C'est sec, il n'y a pas beaucoup de quoi se faire de la maille, disons, à part si bien sûr on short. Là à mon avis on peut s'amuser. Alors justement, aujourd'hui je vous donne deux définitions. La définition de bear market et de bull market, bull run aussi on peut dire. Alors souvent je prononce bear market dans mes vidéos etc, mais ça se prononce bear market parce qu'en fait c'est un ours, ça vient du mot ours, et bull market c'est bull pour le taureau. Alors pourquoi ce choix, ça je vous avoue que je ne sais pas, mais ce que je sais en tout cas, c'est ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un bear market? Bear market, c'est tout simplement un marché baissier. À partir de quand considère-t-on que nous sommes en bear market? Eh bien, pour ce qui est du SP500, de la bourse ou en général, voilà, des actions du marché traditionnel, on considère que c'est à partir d'une baisse de 20% par rapport à l'ATH, le all-time high. Parlons maintenant de la régulation qui nous vient tout droit des États-Unis. Il y a un nouveau projet de loi de la sénatrice Cynthia Lummis qui devrait très bientôt arriver. La date, c'est le 7 juin a priori.
Elle a confirmé il n'y a pas longtemps aussi cette date. Donc c'est une sénatrice qui est extrêmement pro-Bitcoin et pas pro-crypto. Elle possède un certain nombre de bitcoins, plusieurs bitcoins, ça a été révélé dans les déclarations qu'elle a dû faire. Elle possède pas mal de bitcoins et elle est vraiment derrière toutes les régulations autour des crypto-monnaies. Elle défend vraiment les cryptos dans leur ensemble, mais surtout le bitcoin. Et c'est un peu tout l'objet de ce projet de loi qui consiste vraiment à clarifier les choses autour des crypto-monnaies et du bitcoin. Et les fans du bitcoin ont peur en fait que ce projet vraiment ne défavorise l'ensemble des crypto-monnaies autre que le Bitcoin. C'est ce que cet article de Deblock nous dit, c'est qu'en fait il y a eu un certain nombre de personnes qui pensent que toute autre crypto-monnaie que le Bitcoin pourrait être considérée comme une securities. Donc les securities c'est des choses qui doivent être régulées par la SEC et ça serait vraiment un très très gros coup de pouce pour le Bitcoin si toutes les autres cryptos autres que le Bitcoin sont considérées comme des securities. Bon, on n'a pas encore le texte complet. Là, ce que Deblock avait obtenu, c'était un draft, du coup, une version, un brouillon de ce projet de loi qui datait de mars. La sénatrice a dit que toutes les versions qui étaient en ligne étaient pas bonnes et que c'était juste un ancien wording et c'était pas le vrai projet. Mais voilà, il y a ce projet qui arrive. Disons, l'objectif, c'est de clarifier vraiment les diverses règles autour des crypto-monnaies. Entre la communication, le marketing, les beaux chiffres et la réalité, il y a toujours un écart qui est extrêmement important. Donc vraiment, faites super gaffe par rapport à tout ça. Et surtout, pas de tribalisme. Pas d'attachement à des projets. D'accord ? Ça, c'est hyper important. Même si des projets vous en fait gagner beaucoup d'argent, c'est pas pour autant qu'ils vont vous en refaire gagner. Ça également, c'est hyper important. Il y a beaucoup de personnes qui s'attachent à des projets parce qu'ils leur ont fait gagner beaucoup d'argent. Donc, ils estiment qu'ils doivent encore en garder. Mais non, absolument pas. Si vous estimez en fait que c'est bon, le projet a donné ce qu'il avait à donner, vous vendez tout et vous passez à un autre. Faut arrêter en fait de s'attacher à des projets. C'est vraiment la pire des choses qu'on peut faire et qui risque malheureusement de vous coûter très très cher. Donc, à mon sens, concentrez-vous sur les projets solides. Mais quand je dis solide, ça veut dire qu'il y a un réel business derrière et pas juste du fictif. D'accord ? Vraiment un réel business, un réel écosystème qui va être réellement utilisé. Et là, déjà, si on met ces filtres-là, il va plus rester grand-chose. L'argent, c'est pas un jeu, quoi. Donc, quand tu l'investis, la moindre des choses, c'est de lui faire honneur et de savoir ce que t'en fais, quoi. Je sais pas, moi. Respecte l'oseille. Non, mais c'est vrai. On va essayer de résumer un peu le tout. Le trading ou la finance, parce que la crypto-monnaie, ça fait partie de la finance. Il y a des métiers derrière. Il y a des gens qui se forment pendant des années et des années, qui font de grandes études pour pouvoir faire, entre guillemets, du trading. Si vous pensez que parce que Jean-Jean, à côté, votre pote, vous dit « Oh, le gars, j'ai pris un trade, j'ai fait x10 hier », et que ça va être la norme, vous vous foutez le doigt dans l'œil. J'ai encore des amis aujourd'hui qui m'ont dit le Bitcoin, il fait entre 28 et 32. J'ai ma grand-mère qui a un gros portefeuille de 100K. Qu'est-ce que t'en penses ? Je peux pas penser pour lui, mais je peux pas non plus lui dire que ça va être simple, le plan qu'il avait en tête, s'il n'est pas formé dessus. Même après avoir lu une dizaine de bouquins sur l'investissement et des bouquins qui peuvent faire plus de 1000 pages avant de moi me lancer. Comme tu le dis, c'est un métier. T'arrives pas comme ça avec un peu de pognon et tu le balances et tu penses que tu le plantes et puis tu t'arroses un peu. Non, faut et comme tu plante le dis, sur toi, arrose-toi toi-même et peut-être qu'après ton argent. T'as dit une chose très intéressante, Pete. C'est pas un casino. La crypto, c'est pas parce que tu peux faire un x10 que c'est si tu viens avec une mentalité casino, déjà t'as rien compris. Sur les 100 000 qui vont le prendre comme une mentalité casino, les gars, c'est des stats. Il y en a certains qui vont réussir, évidemment. Il y en a un qui va arriver dans le lot, qui va mettre par exemple, quand le Shiba Inu il venait d'arriver, il a mis une pièce de 500 balles sur le Shiba Inu, aujourd'hui il est milliardaire, évidemment. Mais c'est quoi ? C'est une personne sur combien ? Pour la personne qui a réussi, il y en a combien qui ont échoué ? Donc, combien ont mis 500 balles sur le Shiba Inu et aujourd'hui ils sont à 100 balles ? Combien ont mis 5000 balles sur le Luna ? On n'est pas là pour dire qu'on fait que des trades gagnants. On sait ce qu'on fait. Gérer nos allocations, on sait prendre nos pertes quand il faut prendre nos pertes. Le mental dans ce domaine-là, c'est, je pense, le plus important. Même plus important que d'avoir des connaissances vraiment poussées dans ce domaine. Oui, parce que tu peux avoir les connaissances, mais si tu n'as pas le mental pour les appliquer, voilà. c'est compliqué. Aujourd'hui, on va parler donc d'inégalité, on va parler d'aspiration de la richesse, on va parler de ce genre de choses. Donc du coup, je vous ai mis, même si le channel ne fait pas du tout de politique, cette idée que 10 hommes les plus riches du monde ont doublé leur fortune pendant la pandémie de Covid-19 et qu'ils détiennent désormais plus que 99% de la population mondiale.
Donc du coup, enfin non, c'est pas vraiment ça. Ils détiennent plus que 60% de la population mondiale. Si jamais ces 10 hommes perdaient demain 99,999% de leur fortune, ils seraient toujours plus riches que 99% de toute l'humanité. Donc ça, c'est relativement important à comprendre. La loi en ce moment, voilà, du fait de faire gagner ce qu'on appelle la smart money. En fait, c'est pas vraiment de la smart money, c'est simplement quand vous en avez beaucoup, vous pouvez devenir un trader dynamique et du coup driver le prix un petit peu là où vous le voulez et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Pour être franc, j'ai jamais eu autant de succès dans la vie. Par contre, j'ai jamais autant été dans une position où la vie c'est dur. Tu te lèves le matin, tu vas gérer des problèmes systématiquement tout le temps, des problèmes, des merdes, que ce soit en tant qu'influenceur, que ce soit en position publique, que ce soit avec nos entreprises. Quand c'est pas Just Mining, c'est Desk. Quand c'est pas Desk, c'est une autre boîte. Il y a toujours des problèmes. En fait, entreprendre, c'est vraiment te mettre à la position où tu te mets toi-même dans la merde. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment, si un jour on vend Just Mining pour beaucoup d'argent, je serais bien content de l'avoir fait. Mais je dois t'avouer que prendre ton argent, aller les pieds dans le sable, manger des crevettes au bord de la plage, c'était quand même un choix beaucoup plus facile que celui que j'ai fait de vouloir créer des boîtes, créer de l'emploi, créer des solutions. Mais c'est comme ça fait partie du jeu. Par contre, ça fait grandir. Et ça, c'est le truc que je recherche le plus. Et puis, enfin, les amis, honnêtement, le hasher d'aujourd'hui, il est pas vraiment plus balèze que le hasher d'il y a 3 ans. J'ai l'impression, j'ai pris genre 95% de la maturité que j'ai eue dans ma vie, je l'ai chopé dans les 3 dernières années. Non, t'étais plus balèze que tu faisais des paris sportifs. Je vous jure que, mais rien que la crise UST, je vous jure que la crise UST il y a 3 ans, j'étais pas capable. Mentalement, je n'aurais pas été capable de la traverser. Très honnêtement, hein, ce qu'on s'est pris dans la gueule là, la pression qu'on s'est pris en très peu de temps, c'était un gros truc. Et surtout, je me dis que un jour il y aura pire. T'as pas le choix. Il va y avoir un jour, enfin je vais pas vous mentir les gars, hein, je vous donne une connerie, mais on refait un nouveau produit de lending. T'as l'USDT qui dépègue, même sauce, hein, je vous le dis, il y a pas d'autre solution. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, on sera forcément sur l'USDT. Et les gens gueuleront forcément, parce qu'il y a toujours un gars qui dira oui mais j'ai pas vu, oui mais j'ai... Alors là par contre on va leur mettre une pancarte. Quand tu vas cliquer sur le produit de lending, il va y avoir une grosse affiche. Êtes-vous sûr de vouloir vous exposer à des stablecoins qui peuvent ne pas être stables? Calme-toi, arrête de gueuler. Mais bon, ça fait malheureusement partie du truc, t'as pas le choix. Ça nous fait grandir, ça nous fait vraiment mûrir si vous voulez, et surtout ça fait mûrir nos process. Sinon je voulais vous montrer le tweet de Akina, mais c'est un truc qui a montré quand même un peu partout, c'est ce que je vous parle sur les options. On voit bien qu'il y a quand même pas mal de puts qui sont achetés. Donc il y a des gens pas mal qui parient à la baisse, qui ouvrent des positions sur... ouais, c'est ça, c'est un pari à la baisse. Alors est-ce que c'est vraiment parce qu'ils sont bearish ou est-ce que c'est pour se hedger? Vous savez que les gros fonds ou les grosses entreprises qui ont beaucoup de thunes ne peuvent pas forcément acheter et vendre de manière très liquide comme nous. C'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc est-ce que c'est du hedging ou pas? Mais toujours étant donné que la dernière fois qu'on avait ce niveau-là, c'était la crise Covid quasiment. Et c'était le bottom. Donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de puts. On en avait parlé, on va en reparler dans cette vidéo. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gens qui nous voient à 20-25K, comme on le verra tout à l'heure. Et on commence tout de suite en revenant tout simplement donc sur le hack du groupe Discord de BuyC ainsi que de Otherside. Et selon l'enquête de Oka Hotshot, l'attaque a été menée en volant en fait les comptes Discord de Boris Wagner, qui est en fait community manager chez Yuga Labs. Et malheureusement, cette attaque a permis de dérober 145 Ethers, soit plus de 260 000 $. Et c'est donc le détective blockchain Oka Hotshot qui a informé rapidement la communauté donc de la crypto-monnaie sur Twitter de la compromission des comptes Discord de Yuga Labs. Et c'est d'ailleurs lui qui nous explique que ce qui s'est passé, c'est que le community manager donc Boris Wagner s'est fait pirater son compte. Et ça a permis ensuite donc aux escrocs de lancer une attaque de phishing. Et ils ont donc tout simplement partagé des liens sur les comptes Discord de Wagner et aussi sur les groupes officiels de BuyC, de Mutant Ape Yacht Club et également de Otherside. Et en fait donc les hackers ont écrit divers messages directement dans le canal d'annonce dans lequel ils affichaient de faux giveaways. Et malheureusement donc les personnes qui ont essayé de participer au giveaway se sont fait dérober leur NFT. On rappelle aussi que c'est quand même la 2e fois que BuyC est victime d'une attaque, donc ils sont clairement victimes de leur succès. Et je vous le rappellerai jamais assez, quand ça semble trop beau pour être vrai, et souvent c'est trop beau pour être vrai. Qu'est-ce qui se passe sur Bitcoin au niveau des 1% les plus riches? Et là on est sur Messari qui nous dit en ce moment on a tout simplement 17 396 000 Bitcoins qui sont dans les mains des adresses, les 1% du top 1% adresses.
Et bien tout simplement, si on fait le calcul, donc je disais 17 400 sur combien de bitcoins sont minés à ce jour, on a 19 millions de bitcoins qui sont minés, donc on arrive à un résultat de 91,3% de l'offre qui est détenue par les 1% des adresses les plus riches. Donc finalement, on est un petit peu dans les news, dans les références mondiales, on va dire, de répartition des richesses, c'est-à-dire les 1% des plus riches qui détiennent à peu près 90% de l'offre. Le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est le groupe de bitcoiners parti pour la République centrafricaine afin d'aider au développement du bitcoin en Afrique. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, l'enjeu est important parce que si ça se passe bien en RCA, ça pourrait inspirer plein d'autres pays, notamment de la zone du CFA. L'enjeu est donc important. Bon, vous retrouverez Sébastien Gouspilou, j'en ai déjà parlé pas mal dans des vidéos précédentes, vous devez commencer à savoir qui c'est. Il y a aussi Richard Détente, de Grand Angle et Grand Angle Crypto, chaîne YouTube et donc média. Il y a aussi Jean-Christophe Bunel et Nicolas Burtet, et ils contribuent aussi à l'adoption du Bitcoin, notamment au Salvador, je crois. Ils sont bien arrivés à Bangui, la capitale de la République centrafricaine, et ils ont logé dans l'hôtel Ledger. Oui, c'est son vrai nom, ça ne s'invente pas, c'est presque fait exprès, on dirait. Sébastien Gouspilou a publié cette vidéo sur son compte Twitter, Jean-Christophe Bunel qui colle un autocollant Bitcoin, parce que du coup, l'hôtel Ledger de Bangui accepte maintenant le Bitcoin comme moyen de paiement. C'est plus symbolique qu'autre chose, mais les affaires sérieuses se sont aussi passées. Je vous l'ai signalé sur Twitter, d'ailleurs suivez-moi sur Twitter si c'est pas déjà fait. Le groupe de bitcoiners a rencontré des officiels du gouvernement, notamment Daniel Kokwendo, conseiller du président, et notamment concernant les questions de l'économie digitale. Il a tweeté en disant « Merci pour votre soutien à l'initiative du président Touadéra, qui veut repositionner l'économie de la République centrafricaine, améliorer les perspectives et changer le destin des citoyens. » Puis, le groupe de bitcoiners a rencontré le président de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra. Le président Touadéra les a remerciés pour leur implication, en disant aux bitcoiners du monde entier qu'ils étaient les bienvenus, qu'ils étaient même attendus pour aider. Ils ont apparemment eu un échange riche, ça se serait plutôt bien passé. Sébastien Gouspilou parle d'un formidable espoir, et ensemble ils vont essayer de faire en sorte que cet espoir devienne une réalité. Le président Touadéra a tweeté en disant que l'inclusion financière mondiale ne pouvait être atteinte que par l'adoption de l'actif backé avec le plus de valeur, cette monnaie universelle qui est le Bitcoin. Le Bitcoin ouvrira la voie à un meilleur futur. Ce qui se passe, c'est que les cryptos pourraient poser un risque de la taxation. Donc le modèle tient par la taxation qui représente donc une partie variable de vos revenus. Donc vous devez en principe payer 30% de vos revenus donc à l'État qui maintient tout le schmilblick. Et avec les cryptos, la taxation est beaucoup plus compliquée, surtout pour tout ce qui est revenus pas forcément déclarés, que ce soit donc revenus financiers, revenus de trading ou différents échanges que vous pouvez faire de main à la main. C'est pour ça qu'ils veulent mettre en place un peu l'euro digital pour essayer de taxer tout le monde dans les différentes transactions de la vie courante. Donc on peut regarder par exemple en France le taux d'imposition, donc je crois que c'est plus, maintenant on a dépassé les 50%. Donc vous travaillez plus pour entretenir l'État que pour travailler pour vous. Donc en fait avec des pays en Suisse où j'habite c'est 28%, là en France c'est à plus de 50%, donc vous travaillez plus pour entretenir le communisme plutôt que de travailler pour vous. Donc si vous êtes entrepreneur un petit peu comme moi, c'est un peu gênant parce que vous travaillez pas pour vous travaillez pour les autres, et puis c'est comme si vous étiez un petit peu agriculteur, vous faites votre champ, et puis toute la production, une grande partie de la production va à l'État qui vous spolie, et puis vous avez quoi en échange? Des pseudo-droits et des pseudo-devoirs. Salut, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous faire une soft review sur un projet de NFT qui va lier donc les NFT forcément, mais également les œuvres physiques, et pas de n'importe quel artiste, celle de Clément Mouguel. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout ça au travers de la vidéo. Clément Mouguel est un jeune artiste de 35 ans, un artiste peintre qui effectue ses œuvres sur différents types de supports. Cela va du tableau en passant au street art par n'importe quel mobilier urbain, des vitrines de magasins, bref, il n'a pas de support spécifique défini pour créer ses différentes œuvres.
Un article de Journal du Coin que j'ai retweeté qui explique que c'est une première dans le monde de la musique car Binance s'associe à The Weeknd et sponsorise sa tournée en utilisant la technologie Web3, donc tout ce qui va être autour aussi des NFT. Donc allez voir l'article, il est très bien écrit et c'est vraiment incroyable. Pourquoi ? Parce que ok, on est déjà proche de pas mal d'artistes. Bon là, c'est un très très gros artiste et surtout en fait Binance sponsorise sa tournée. Donc en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va être encore une fois de la publicité à grande ampleur. Donc plus cette publicité, plus il y a de personnes qui sont touchées, plus il va y avoir en fait des liquidités qui vont rentrer sur les marchés. S'il n'y a pas de liquidité, bien évidemment, et s'il n'y a pas de nouveaux entrants, à ce moment-là, on va continuer à stagner. C'est logique. Donc, alors, la quantité, c'est important, mais c'est surtout les liquidités. C'est pour ça qu'en fait, le fait qu'il y ait de plus en plus d'institutionnels, ça permet de continuer à faire pump et surtout à faire tenir le Bitcoin. Mais bon, nous, ce qu'on veut, c'est avoir du FOMO, avoir énormément de personnes qui rentrent pour pouvoir en fait chill, donc vendre nos cryptos beaucoup plus loin, beaucoup plus hautes et faire des profits. Donc, c'est pour ça que voilà, ça, c'est des grosses news, comme par exemple quand Binance a annoncé qu'ils sont devenus PSAN en France, parce qu'on va avoir de plus en plus de publicité, donc plus en plus de personnes qui vont venir. Bon voilà, c'était une petite aparté qui montre encore une fois qu'on est très bullish sur le fondamental des cryptos. Bon, du coup, Carbonable, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est une initiative d'un projet crypto vraiment prometteur et ambitieux qui a pour objectif de lutter contre les émissions de CO2 et le dérèglement climatique via, entre guillemets, l'usage du marché carbone des entreprises. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que ce marché qui est obscur pour les personnes qui ne le connaissent pas concrètement. En gros, le marché carbone des entreprises, c'est relativement simple. Il y a une limite de CO2 qu'une entreprise peut émettre, donc un seuil qui est fixé, et si une entreprise dépasse ce seuil, elle va devoir acheter des crédits auprès d'entreprises qui vont consommer, ou enfin émettre moins de CO2 que ce seuil. Donc imaginons que le seuil de CO2 à émettre par an, c'est 100 tonnes par an par exemple. Si je suis une entreprise qui émet 120 tonnes, et ben les 20 tonnes que j'émets en trop, je vais devoir les acheter à une entreprise qui émet par exemple 80 tonnes de CO2 par an. Ce qui fait que ça pénalise financièrement les personnes, enfin du moins les entreprises qui polluent trop, et ça vient récompenser financièrement celles qui polluent pas assez. L'objectif étant d'atteindre une neutralité carbone à zéro pour tout le monde. Enfin, pas exactement à zéro, mais du moins au seuil fixé, qui est entre guillemets ce qu'on peut attendre de normal. Bref, du coup, pour revenir à Carbonable, c'est vraiment un projet qui s'inscrit dans le monde réel pour une fois. Parce que les NFT, c'est vrai que c'est souvent métaverse, irréel, etc. Non, là, ça s'inscrit dans le monde réel, et puis ça a une démarche vraiment très positive. Il y a maintenant 2 mois, j'ai commencé à jouer à Stephen. J'ai documenté mes recherches dans cette vidéo et 30 jours plus tard, j'ai refait une vidéo où je parlais un peu de ma stratégie et de mes résultats. Maintenant, ça fait non plus 30 jours mais 60 jours. Les crypto-monnaies liées au jeu Stephen, le GST et le GMT se sont totalement effondrés. Et donc à partir de là, dans cette vidéo, on va voir quelle était la bonne stratégie à adopter, comment on peut apprendre de ça dans le futur, combien j'ai gagné et qu'est-ce que je vais faire pour continuer à gagner de l'argent avec Stephen. Les réactions sur ma deuxième vidéo étaient assez hétérogènes, c'était la vidéo où je partageais ma stratégie et on va dire qu'il y avait 50% des abonnés qui n'étaient pas d'accord avec ma stratégie et un autre 50% qui étaient totalement d'accord avec ma stratégie. Mais la chose que j'ai remarqué dans les commentaires, c'est que la majorité des gens qui étaient d'accord avec moi ne jouaient pas au jeu alors que ceux qui jouaient au jeu n'étaient en général pas du tout d'accord. Dans cette vidéo, on va un peu faire le bilan de cet investissement, donc on va voir combien j'ai gagné, combien j'ai perdu, etc. Et on va voir finalement quelle était la bonne stratégie à adopter et pourquoi. Aujourd'hui, on casse les codes, on brise les règles et on impose une seule loi, celle de la rue. Découverte en mode gangsta d'un prochain Pletwern à vous donner le frisson. À cette occasion, j'ai 2 très importants disclaimers à faire. Le premier, ceci n'est en aucun cas une incitation ni à la consommation ni au trafic de stupéfiants. La drogue, c'est mal. Le deuxième, c'est qu'évidemment, ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches et n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. On enchaîne avec un petit peu de poésie dans ce monde de brut sur la présentation de My Neighbor Alice. Qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu qui ressemblera pas mal, vous allez le voir avec le gameplay, à du Animal Crossing, aussi avec un petit peu d'inspiration Minecraft pour tout ce qui est crafting, justement, de ce que vous allez pouvoir faire. Sur My Neighbor Alice, vous allez pouvoir acheter un land et faire du coup dessus de l'élevage, de la plantation, enfin vous en occuper et aussi lui donner accès à ce land à d'autres joueurs. C'est comme ça que vous allez générer de l'argent avec le token du jeu qui est d'ores et déjà disponible. Il est au prix d'achat de 2,83 $.
Ce que j'ai trouvé intéressant également avec ce jeu, c'est que déjà il est très différent de ce qui se fait. C'est vraiment un jeu avec le côté play to earn en plus, mais c'est vraiment un jeu vraiment développé à la base. Et il y a très peu d'holders pour l'instant, c'est-à-dire il y a 6000 personnes qui possèdent du token, c'est assez peu. Si le jeu arrive à se faire sa petite notoriété, ça peut être un token qui peut pas mal monter au niveau des holders et donc assez mécaniquement en termes de valeur. Et n'oubliez pas les gars, demain il y a le mint des Penthouse NFT, des NFT Penthouse d'Exclusible, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'ailleurs sur mon YouTube, je vous mets le lien directement de la vidéo si vous voulez jeter un œil. Et comme d'habitude vous avez les infos sur mon Linktree, je les laisserai qui est juste là, vous avez juste à cliquer là, c'est le premier. Et après je vous laisserai évidemment sur YouTube tout ce qu'il faut en commentaire épinglé. Voilà les gars, passez une très très bonne semaine comme d'habitude, on se retrouve demain et puis on espère que on est sur une jolie semaine de rebond. Faites attention à vous, à demain. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.